Bien le bonjour dans ce deuxième volet concernant l'évolution génétique. Notre ADN donc dépend de la conscience individuelle et aussi de la conscience collective. Chaque génération s'incarne donc avec un ADN plus ou moins actif. Plus la conscience planétaire s'éveille, plus l'ADN collectif s'éveille. Tout être qui naît avec un programme ADN héréditaire, transgénérationnel, peut faire évoluer son programme ADN dès qu'il ouvre sa conscience à d'autres possibles. Il ouvre ainsi les possibilités à sa descendance de profiter de cette nouvelle programmation. Les enfants nés après-guerre ont été conçus avec un ADN transmis par leurs parents. Certains se sont contentés de s'aligner sur le programme collectif, mais d'autres ont ouvert leur conscience à d'autres réalités. La connexion avec le monde invisible, les études, la connaissance. Donc, toutes ces études qu'on a pu faire aussi, par exemple la découverte du yoga, des chakras, toutes ces choses, et ont ainsi activé des gènes qui ne l'étaient pas dans leur programme actif de naissance. Ils ont acquis cette connaissance par l'effort et la recherche. Donc ça a été aussi mon cas, puisque moi je suis né après-guerre, et quand j'étais enfant, on ne parlait pas du tout de chakra, de conscience spirituelle, d'évolution d'ADN ou d'évolution d'extraterrestres et toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, on n'en parlait pas. On n'en a jamais parlé, même dans les programmes scolaires et tout ça. Donc, il n'y avait pas, bon, en plus, il n'y avait pas beaucoup de moyens de diffusion, puisqu'il y avait juste la radio, il n'y avait même pas de télévision à cette époque. Peu de livres révélaient ces choses-là. Donc, il a fallu que on apprenne, que par exemple, moi, j'apprenne tout ce que je peux savoir aujourd'hui, même si ce n'est qu'une grande petite partie de tout ce que je pourrais savoir, par l'étude. Donc, se consacrer des heures et des heures à la recherche, comment fonctionne le corps, comment fonctionne l'univers, comment fonctionnent les planètes, l'impact du psychique sur le physique, etc. etc. Donc toute la génération qui est née en même temps que moi a cette possibilité. Après, tout le monde n'a pas suivi ce chemin. Ça, c'est qu'une question de choix personnel et aussi parfois de circonstances de vie qui nous obligent à aller sur un chemin plutôt qu'un autre. Donc il n'y a pas à juger ceux qui sont plus évolués, qui savent plus de choses que ceux qu'on savent moins. Simplement, le principe de base, c'est que quand on découvre quelque chose, on a envie de le partager pour en faire bénéficier ceux qui ne l'ont pas découvert. La génération suivante, donc la génération aussi par exemple de mes enfants, de mes descendants, a donc profité de cette évolution du programme. Les enfants nés de ces êtres ont bénéficié d'un programme plus élaboré. À partir de 1980, est arrivée la génération dite indigo, c'est-à-dire des enfants qui possèdent naturellement un programme plus adapté, plus évolutif, inné. Ce programme est en adéquation avec celui des anciens qui ont acquis cette même potentialité par l'effort. C'est ainsi qu'il y a une facilité de communication entre les enfants indigos et les anciens, car ils possèdent la même trame génétique. L'une est innée pour les indigos, l'autre est acquise par les anciens. Alors que la communication avec ceux de la même génération, mais qui n'ont pas évolué, s'avère plus difficile. Par exemple, moi je vois que les gens de ma génération qui ne sont pas ouverts à ces possibilités ont des difficultés à comprendre ce que je peux expliquer par rapport à l'alchimie, toutes ces choses-là, parce que leur programme n'est pas actif. Par contre, il y a certains enfants indigos qui, eux, comprennent beaucoup plus facilement ces choses parce que c'est dans leur programmation naturelle. Vous voyez, chaque génération doit faire évoluer la génération précédente. Donc chaque génération peut permettre à la génération suivante de profiter d'un programme évolutif ou maintenir la génération à venir dans les vieux programmes évolutifs enfermant dans le passé. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec le culte des ancêtres et puis certaines traditions qui nous enferment dans des schémas et des scénarios collectifs génétiques qui nous empêchent d'évoluer. Même si le passé était bien, il faut toujours s'ouvrir au présent et percevoir une possibilité d'un nouveau futur.
Donc chaque individu doit faire un travail en profondeur pour nettoyer ses programmations, les rancunes ancestrales, ethniques, raciales, sociales, culturelles, familiales, religieuses. Car nous avons tous en nous une partie des gènes hérités des espèces précédentes. Il serait donc fort dommageable de nous cantonner dans des schémas répétitifs qui bloquent notre évolution. Donc toute espèce évolue par le biais d'un plan envoyé par les civilisations avancées et par le croisement avec d'autres espèces, comme je vous l'ai précisé dans la première vidéo. Afin de générer une nouvelle espèce qui va remplacer celle qui n'a plus lieu d'être. Voir par exemple les expériences de la Lémurie, de l'Atlantide, sont inscrites dans nos chakras. Je l'avais explicité ça dans une vidéo précédente, je vais faire un petit rappel. Par exemple, nos chakras, nous avons le chakra de base, le chakra racine qui est lié à l'énergie de la Terre, qui lui correspond à une période où l'homme, qu'on peut dire, adorait Dieu, le principe créateur, sous une forme minérale. Regardez en Inde toutes les sculptures qu'il y a de déités, Shiva, Brahma, tout cela. Voilà. Ensuite, vous avez le deuxième. Donc, on a vécu toutes ces expériences à ce niveau-là. Ensuite, il y a eu la deuxième stade d'évolution, qui est inscrite dans notre deuxième chakra, qui est en relation avec l'eau et avec l'expérience. Là, c'était la Perse, c'était Babylone, où Dieu était adoré plus sous une forme d'essence végétale. Il y avait une adoration des plantes, des arbres sacrés, des épices, etc. Deuxième, donc le monde minéral, le végétal, pardon. Le troisième chakra qui est lié à l'époque où l'homme adorait Dieu sous une forme animale. On retrouve là l'Égypte, avec tous ces personnages, ces dieux à tête animale. Voilà. Et l'Égypte qui est liée aussi à l'énergie de la magie, le plexus solaire. Le quatrième centre, le quatrième chakra, qui est le chakra du cœur, là, l'homme a commencé à adorer Dieu sous une forme humaine. La Grèce, Rome, et tout ce côté, on peut dire, voilà, de Dieu avec un visage humain. Et c'est là aussi qu'il y a eu cette image d'un Dieu supérieur sous une forme humanoïde. Voilà, ça c'était une période, la période gréco-romaine. Et puis maintenant, nous en sommes à la cinquième période, le cinquième chakra, celui du verbe, celui de la gorge, qui correspond à la cinquième race, on peut dire, la race actuelle, qui doit adorer Dieu sous une forme intemporelle, universelle, l'espace, le cosmos, donc un Dieu qui n'a pas de forme, mais qui est toutes les formes, un Dieu qui est une présence, qui est une énergie de vie, qui anime toutes les formes. C'est toujours la cinquième sous-race qui est porteuse du gène qui va donner l'impact à une nouvelle espèce. Donc, oui, nous sommes tous actuellement, nous devons tous passer de l'identification de Dieu sous une forme humaine à une forme spatiale, une forme invisible. Voilà. Et ça, c'est notre présent. Voilà. Donc nous avons tous en nous ces processus. Donc selon que l'on fonctionne, qu'on a des chakras actifs, par exemple si votre chakra du plexus est très actif et que votre énergie de conscience elle est bloquée au niveau du chakra solaire, vous allez être bloqué dans l'humanité animale, les réactions, les violences, les peurs, le plan astral, les conflits, les guerres, etc. On tue des animaux pour se nourrir, etc. etc. Ça, c'est l'humanité de troisième niveau, voilà, de troisième niveau d'évolution de conscience. Mais donc, voilà, et là, ça va bloquer encore. Après, maintenant, vous avez l'évolution. On est dans une période, donc quatrième chakra, où on est dans cette image aussi encore de conflit, voilà, puisqu'il y a différentes races humaines, il y a des couleurs différentes au niveau des espèces, etc. On doit réussir à se réunifier. Le chakra du cœur, c'est le chakra de la réunification. Pourquoi ? Parce que le cœur, qui est en connexion directe avec le soleil, c'est l'endroit où il y a l'alpha et l'oméga. C'est là où tout commence et tout finit. Quand vous naissez, c'est le premier battement de votre cœur qui définit que vous êtes vivant. Quand votre cœur s'arrête de battre, vous êtes mort. C'est là que tout commence. Et c'est là que se fait un choix. Donc à partir du cœur, vous avez la possibilité soit de vous enfermer dans le passé et d'être encore dans des consciences de vos chakras inférieurs qui correspondent donc à des phases d'évolution antérieures, ou de vous ouvrir à une nouvelle conscience
quatrième, cinquième chakra, sixième chakra, septième chakra, etc. Donc vous pouvez regarder vers le bas ou vers le haut, en étant dans le présent. Et le choix se fait à partir du cœur. Et c'est pour ça qu'actuellement, nous sommes dans cette quatrième vibration, dimension, qui est une dimension dans laquelle on ne peut pas demeurer. Il faut choisir. Soit on va dans l'évolution, soit on va dans l'évolution. Et c'est ce qui nous est proposé à tous. Évoluer, rester, évoluer, et puis attendre que tout se détruise, ou alors évoluer et passer à un autre état de conscience. Donc je rappelle aussi que l'évolution de l'homme n'a absolument rien à voir avec l'évolution de la technologie. La technologie est une chose, mais les civilisations avancées définissent qu'une civilisation est avancée par rapport à l'état de conscience des individus qui peuplent la planète. Donc dès l'instant qu'il y a de l'amour, de la fraternité, du respect, du partage, la liberté d'être, qu'il n'y a plus de guerre, vous voyez, qu'on vit tous en harmonie les uns avec les autres, hop, on est une civilisation avancée. Même si on n'a pas développé un iota de technologie. Alors que nous, la technologie a évolué, et a évolué sous la poussée de l'énergie un petit peu luciférienne, comme j'en ai parlé, l'ombre, voilà, évolué. On a une technologie qui a évolué, et qui cherche à prendre un impact sur notre conscience humaine, voire avec l'intelligence artificielle, qui ne ferait que nous transformer en robots. Donc actuellement, on se retrouve exactement au même point de choix qui a été proposé à l'époque dite atlantéenne, où l'humain a eu le choix entre involuer et puis n'en faire qu'à sa tête et puis continuer en disant voilà, j'ai pas besoin de Dieu, etc. La technologie me suffit, ou alors évoluer. Et à cette époque, il y a une partie de la race atlantéenne qui a choisi d'évoluer, de passer dans la cinquième dimension et de continuer donc à veiller aussi sur nous ici sur Terre, de nous apporter des informations pour nous aider nous aussi à accéder à cette cinquième dimension, ou alors nous avons la possibilité de tout détruire, comme ça s'est passé. La race lémurienne a été détruite, la race atlante a été détruite. La question est, la race humaine actuelle va-t-elle être détruite? Et la question, elle est là. Oui, elle peut être détruite, mais par qui? Pas par des dieux ou par des forces involutives. Non, par nous. Si nous choisissons de nourrir les forces involutives, nous pouvons provoquer une catastrophe qui sera peut-être encore plus grande que celle de l'Atlantide, puisque nous sommes dans les fins de siècle, une catastrophe qui pourrait très bien détruire complètement la Terre. Et chaque être humain vivant sur la Terre a une part de responsabilité là-dedans. Donc, comme je dit, chaque chakra est lié à une fréquence dimensionnelle qui donne accès à un programme génétique, comme je viens de l'expliquer. Donc, l'environnement et la culture sont donc fondamentaux. Un enfant indigo, par exemple, qui détient un programme plus évolutif qu'une personne née après la guerre, a une conscience différente de la vie. Il sait qu'il est capable de créer, il veut utiliser la loi d'attraction, il croit à la réincarnation plus facilement, il écoute assez facilement les anciens qui parlent de ces sujets. Mais si l'enfant indigo vit dans une ambiance réfractaire, une famille qui est emprisonnée dans un carcan social, ethnique, religieux, marginal, il va être manipulé psychiquement par cet environnement. Et au lieu d'utiliser son potentiel pour évoluer, il va l'utiliser pour réaliser les visions de son ego. Sans tenir compte des autres, il peut devenir un délinquant, un terroriste. Rien ne l'arrête. Voir le cas, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années en arrière, à Nice, il y avait eu un gars, un jeune garçon, qui a pris un camion fou, et qui a tué beaucoup de gens à Nice, et ça avait fait un scandale extraordinaire. Cet enfant, ce jeune, était un enfant indigo. Il était né dans cette génération. Il voulait à tout prix quelque chose, il a été conditionné et naturellement, il n'a pas hésité à utiliser son potentiel pour détruire des gens. Voilà. S'il avait été mis dans un autre environnement, moins manipulé psychiquement, ça aurait pu être un être génial qui apporte du bien-être autour de lui. Vous voyez comme quoi l'impact de l'environnement. Et l'environnement, pour nous, est lié naturellement à la culture aussi, la musique, les films,
les livres, les lectures, le discours de nos religieux, le discours de nos hommes politiques, etc. Donc actuellement, on voit bien que s'il y a toutes ces périodes un petit peu, tous ces événements un peu difficiles à notre époque, voire tous ces jeunes, par exemple, qui deviennent fous et qui tuent d'autres enfants, etc., c'est à cause de l'environnement, de la nourriture psychique du collectif, et notamment qui est diffusée aussi par l'intermédiaire des médias. Donc il faut faire attention, si on fait attention à notre nourriture physique, il faut faire attention à la nourriture psychique. Donc les parents ont une grosse responsabilité dans la nourriture psychique et physique de leurs enfants. Tout commence donc dans l'ambiance environnementale. Celle où baigne déjà le fœtus est déterminante. Par exemple, une mère qui est angoissée ou qui a des problèmes, qui vit une grossesse difficile, va transmettre des informations émotionnelles à son enfant par l'intermédiaire du cerveau limbique et l'enfant va se trimballer avec les mêmes angoisses que la mère. Une mère qui est confiante, qui est aimante, va donner à son enfant déjà une nourriture psychique qui va lui faire moins de mal, enfin qui va être plus bénéfique. Vient ensuite l'influence fondamentale de l'environnement familial. La mère a un impact fondamental sur le plan émotionnel jusqu'à l'âge de 7 ans, puisque son sang et celui de son enfant reçoit le même programme génétique. Jusqu'à l'âge de 7 ans, le thymus de l'enfant fonctionne en adéquation avec celui de la mère. Donc une mère qui a des angoisses transmet ses angoisses à ses enfants, à son bébé, et le bébé transmet ses angoisses à sa mère. C'est un cercle vicieux, on peut dire, qui va avoir un impact puisque le système immunitaire est celui qui va, le thymus est celui qui régit le système immunitaire, qui va déterminer aussi une grande partie de la vie, de la santé, par exemple les problèmes de santé, etc. et tout ça. Vient ensuite l'influence du père et de l'éducation scolaire, religieuse, qui va impacter le plan mental, surtout à partir de 7 ans et pendant l'adolescence, donc le cerveau-cortex, jusqu'à l'âge de 14 ans. Ainsi, l'éducation parentale et scolaire sont modificateurs du programme génétique transgénérationnel. C'est pour ça qu'une mère qui a des problèmes psychiques qui vont peut-être déclencher une maladie grave, voire par exemple un cancer, va transmettre ce programme génétique à ses enfants qui vont, eux, l'activer ou ne pas l'activer. Tout ça dépend après de leur volonté, de leur travail évolutif. Donc vous voyez, c'est dès l'instant qu'un enfant se met sur la même vibration de conscience que sa mère et que son père, les géniteurs, automatiquement, les mêmes problématiques peuvent se représenter. Et là, on retrouve le principe de la transmission génétique de maladies, etc. et de problématiques. La maladie génétique se transmet parce qu'il y a le programme émotionnel et mental qui est basé sur la même fréquence. Si de nos jours, il y a tant d'enfants délinquants, cela ne vient pas donc nécessairement de leur gène ethnique, et ratio, mais de l'éducation qu'ils ont reçue. Les parents ont donc un impact sur la destinée de leur enfant et en faire un sage ou un délinquant. On retrouve par exemple dans les cités autour de Paris des enfants qui viennent, par exemple de l'Algérie, du Maghreb, du Maroc et tout ça. Parmi ces enfants, il y en a certains qui vont devenir des délinquants parce qu'ils sont dans un environnement, on peut dire, pas terrible. Et puis il y en a d'autres qui vont devenir des belles personnes aussi, pourtant, des gens qui vivent au même étage, dans le même immeuble, voilà. Et donc ça, c'est valable pour chaque génération. Moi, j'ai vécu des choses dans mon enfance qui auraient pu faire que je serais parti aussi dans ce côté un petit peu marginal, délinquant. Et puis à un moment, il y a une partie de moi qui a dit non, c'est pas ce que je veux. Donc il ne faut pas, quand on entend quelqu'un qui se justifie d'être devenu un délinquant parce qu'il a eu un mauvais environnement dans l'enfance. Bon, c'est vrai en même temps, mais en même temps, on peut dire il n'y a pas que ça qui joue. Donc, vous voyez l'importance de l'éducation, de l'éducation des parents. Et ça n'a rien à voir avec l'école. Le système scolaire a pour un but éducatif, mais c'est les parents qui doivent apporter à des enfants
une certaine façon de vivre, une certaine conscience de vivre, un respect des autres, etc. Et quand les parents n'accomplissent pas leur fonction, et naturellement, leurs enfants ont de fortes tendances d'être influencés par l'extérieur. Par exemple, un enfant qui vit dans une cité aux alentours de Paris va subir un impact très fort et peut devenir délinquant parce qu'il ne va pas avoir suffisamment de nourriture psychique qui a été donnée par ses parents pour lui aider justement à ne pas se faire piéger par cela. Donc le programme génétique des parents est toujours encodé et transféré chez l'enfant. Si l'encodage contient de mauvaises énergies, des croyances, elles sont transmises à l'enfant qui ainsi donne vie aux défauts de ses parents géniteurs et aussi aux problèmes de santé. Cependant, il est toujours possible pour l'enfant de modifier son patrimoine génétique par un effort intense de volonté quand il dispose d'une âme courageuse pour entreprendre ce chemin. Chaque génération apporte donc un plus évolutif ou un plus involutif à la génération suivante. Nous ne sommes pas nos gènes, ceux-ci servent à former l'enveloppe nommée corps, mais ce sont nos pensées qui ont un impact sur eux. L'esprit a toujours un impact pour modeler la matière. Je vous invite à suivre la suite de cet exposé dans la 3e vidéo.